À 18 ans, mes parents m'ont jeté dehors avec un seul sac en me disant de me débrouiller. Des années après, ils reviennent réclamer ma maison pour mon frère au nom de la famille. Ils n'étaient pas prêts pour ce que j'ai dit ensuite. Le jour de mes 18 ans, au lieu d'un gâteau d'anniversaire, j'ai eu droit à un sac de sport et un regard glacial de mon père. Pas de bougie, pas de dîner, même pas une carte. Juste lui, debout près de la porte d'entrée, les bras croisés, disant « Tu es un adulte maintenant. Débrouille-toi ». Comme s'il citait la réplique d'un film. Ma mère était derrière lui, silencieuse, les yeux fixés au sol. Je me souviens avoir demandé si c'était une blague, ma voix se brisant comme si j'avais encore 14 ans, pas techniquement un adulte légal, mais il n'a pas scié. Il a simplement montré le sac déjà fait et a dit que j'avais 10 minutes avant qu'il ne change les serrures. C'est comme ça que j'ai quitté la maison. Pas avec une fête, mais avec un sac de sport bon marché, 60 € en poche, et aucune idée de l'endroit où j'allais dormir cette nuit-là. Je m'appelle Antoine, et à l'époque, je venais de terminer le lycée 3 jours plus tôt. Je n'étais pas un adolescent rebelle. Je ne m'attirais pas d'ennui. Pas de cours séchés, pas de bagarre. J'avais un travail à temps partiel à la station-service locale, une très bonne moyenne, et le rêve d'entrer peut-être en BTS si je pouvais me le permettre. Mais rien de tout cela ne semblait compter. La vérité, c'est que j'avais toujours su que j'étais la roue de secours. Mon jeune frère, Lucas, était l'enfant chéri. Même enfant, je blaguais en disant qu'il devait avoir un halo caché quelque part dans son placard. D'excellentes notes? Bien sûr. Mais moi aussi. Mais quand c'était lui, c'était brillant. Quand c'était moi, c'était attendu. Il cassait mon vélo et en obtenait un nouveau le lendemain. Je cassais un lacet et on me reprochait de ne pas prendre soin de mes affaires. Lucas avait 2 ans de moins, mais il le traitait comme l'héritier d'un trône dont j'ignorais l'existence. Il a eu un appareil dentaire et des leçons de tennis. J'ai eu des baskets d'occasion et le silence. Chaque fois que je demandais pourquoi les choses étaient si différentes entre nous, mon père disait « Ne sois pas dramatique, Antoine. La vie n'est pas juste. » Et c'était la fin de la conversation. Toujours. J'ai appris très tôt à ne pas trop insister. Alors, j'ai gardé la tête baissée, j'ai fait mes heures de travail, j'ai fait mes devoirs, et je me suis dit qu'une fois que j'aurais 18 ans, je partirais selon mes propres termes. Mais, j'imagine qu'ils m'ont devancé. La première semaine hors de cette maison a été brutale. J'ai squatté les canapés de mes amis jusqu'à ce que l'un de leurs parents soit mal à l'aise. J'ai dormi dans la salle de pause au travail une nuit où il pleuvait trop fort pour marcher dans les rues. Finalement, j'ai trouvé une chambre miteuse dans une colocation avec 3 inconnus. L'un d'eux vendait de l'herbe depuis le salon, un autre mettait de la musique à fond à 3 heures du matin, et le troisième parlait à peine français, mais souriait toujours et m'offrait des nouilles instantanées. Cet homme, Mine, était plus une famille pour moi que mes parents ne l'avaient jamais été. Il m'a fallu 4 ans pour me remettre sur pied. J'ai fait tous les boulots que je pouvais, caissier, livreur, agent d'entretien de nuit dans un centre commercial où l'air sentait toujours le pop-corn périmé. J'étudiais pendant mes pauses, je suivais des cours en ligne, et j'ai finalement obtenu un diplôme en informatique. Ce n'était pas glamour, mais c'était à moi. Aucune aide de mes parents, pas de fonds en fiducie, pas de compte d'épargne secret. Juste moi, un ordinateur portable en panne, et une pure obstination. À 26 ans, je vivais dans un 2 pièces propre dans un quartier correct. J'avais une voiture qui roulait, un travail qui payait bien, et pour la première fois de ma vie, un sentiment de paix. Pas le bonheur exactement. Ça, c'est venu plus tard, mais la paix. Je ne pensais pas beaucoup à ma famille. Je ne leur rendais pas visite, je n'appelais pas. Je n'étais pas amer, du moins pas consciemment. Je me disais simplement que si je n'étais pas assez bien pour eux, je n'allais certainement pas mendier maintenant. Et puis, un dimanche matin, tout a de nouveau basculé. Ça a commencé par un coup à la porte. J'étais en survêtement, sur le point de lancer une lessive quand je l'ai entendu. 3 coups secs, trop fermes pour être amicaux. J'ai regardé par le Judas et je me suis figé. Mon père. Derrière lui, légèrement hors de vue, se tenait ma mère, les bras croisés dans cette même posture que je me rappelais du jour où ils m'ont mis à la porte. Ma première pensée n'a pas été « Pourquoi sont-ils ici ?», mais plutôt « Comment savent-ils même où j'habite ?» J'ai ouvert la porte, mais je ne me suis pas écarté.
Antoine, commença ma mère, tout essoufflée et les yeux écarquillés comme si c'était une grande réunion de famille. Tu as l'air d'un adulte. Je suis un adulte, ai-je répondu sèchement. Qu'est-ce que vous voulez? Mon père a coupé court. Pas de petites phrases. Nous devons parler. On peut entrer? Je les ai dévisagés pendant une longue seconde. Je n'ai pas dit oui. Je me suis juste écarté. Ils se sont assis sur mon canapé comme si c'était le leur. Ma mère a regardé autour d'elle comme si elle inspectait l'endroit à la recherche de poussière. Mon père est resté debout, les mains sur les hanches. Le silence était pesant. Nous avons eu quelques années difficiles, a finalement dit ma mère, joignant ses mains sur ses genoux. Et ton frère est bien, il est dans une situation délicate. J'ai senti quelque chose de froid se tordre dans mon estomac. Bien sûr, il s'agissait de Lucas. Quel genre de situation, ai-je demandé, essayant de garder ma voix égale. Il s'est fait licencier, dit-elle doucement, comme si j'étais censé être désolé. Et sa fiancée l'a quitté, elle a pris la voiture. Il a du mal. J'ai attendu. Nous pensions, dit mon père, que puisque tu t'en sors bien maintenant, et que tu es à cet endroit, il serait peut-être temps de se réunir en famille. J'ai haussé un sourcil. Se réunir? Comment? Ma mère a jeté un coup d'œil à mon père avant de répondre. Nous pensons que ce serait logique que Lucas emménage ici. Juste temporairement, jusqu'à ce qu'il se remette sur pied. Il y eut un moment de silence stupéfait. J'ai failli rire. Presque. Vous plaisantez, ai-je dit. Non, répondit fermement mon père. Tu as de la place. C'est la moindre des choses que tu puisses faire. La famille avant tout. Ces 4 mots ont fait sauter quelque chose en moi. La famille avant tout. La même famille qui m'a jeté comme une ordure. La même famille qui m'a laissé avoir faim pendant qu'il rénovait la chambre de Lucas en bureau après mon départ. Laissez-moi voir si j'ai bien compris, dis-je lentement, en essayant de ne pas élever la voix. Vous m'avez mis à la porte le jour de mes 18 ans sans avertissement, sans soutien, et maintenant vous me demandez d'héberger Lucas parce que la famille passe avant tout. Ma mère avait l'air mal à l'aise. Nous avons fait des erreurs. Des erreurs, l'ai-je interrompu. Ce n'était pas une erreur. C'était un choix. Antoine, dit mon père en s'avançant comme s'il contrôlait toujours la situation. C'est ton frère. Il a besoin de toi. On ne tourne pas le dos à sa famille. Je me suis levé. Vous, si. La pièce est redevenue silencieuse. Écoute, tenta ma mère pour adoucir le ton. Il a traversé beaucoup de choses. Il n'est pas comme toi. Il ne gère pas bien les difficultés. Il a toujours été sensible, et moi non, dis-je, incrédule. Je n'avais juste pas le luxe de m'effondrer. Il était clair qu'il ne comprenait pas, ou ne voulait pas comprendre. Mon père a continué à insister, lançant des raisons, de la culpabilité, des comparaisons. Il a même dit quelque chose sur le fait que j'avais construit cette vie grâce à leur amour vache. J'ai failli m'étouffer. Ce n'était pas de l'amour vache. C'était de l'abandon. Pur et simple. Ils sont partis ce jour-là sans réponse. Mais je savais que ce n'était pas fini. Je le sentais dans mes tripes. Ils n'allaient pas laisser tomber. Pas avec Lucas dans l'équation. Et je n'avais aucune idée de jusqu'où ils étaient prêts à aller pour obtenir ce qu'ils voulaient. Mais je n'étais plus l'adolescent effrayé de 18 ans qu'ils avaient laissé derrière eux. Et cette fois, j'avais quelque chose à perdre et quelque chose à protéger. Je ne le savais pas encore, mais la tempête ne faisait que commencer. Ils n'ont pas appelé pendant quelques jours après cette visite. J'ai pensé que peut-être, juste peut-être, ils avaient compris le message et avaient lâché l'affaire. J'ai même commencé à oublier, me convainquant que leur demande ridicule n'était qu'une tentative de manipulation ponctuelle. Mais le week-end suivant, j'ai su que je les avais sous-estimés. Ça a commencé par un message vocal de Lucas. Je n'avais pas entendu sa voix depuis des années, et je l'ai à peine reconnu au début. Il semblait fatigué, sa voix était rauque et étrangement répétée, comme s'il essayait de paraître pitoyable exprès. « Salut, Antoine. Maman et papa m'ont dit qu'ils sont venus te voir. Je sais que c'est beaucoup demandé, mec, mais je suis un peu à court d'options en ce moment. J'ai perdu mon travail et mon appart et je squatte chez un ami, mais ça ne marche pas.
J'aurais besoin de ton aide. Juste le temps que je me remette sur pied. S'il te plaît, appelle-moi. Je ne l'ai pas rappelé. Ce n'était pas de la cruauté. C'était de l'autopréservation. Je savais comment ça se passerait. Lucas avait toujours réussi à se laisser porter par son charme. Il avait cette façon désarmante d'agir comme s'il était sans défense, comme un chiot qui se serait égaré dans la circulation. Et les gens, surtout nos parents, se précipitaient pour le sauver. Mais pas moi. Pas cette fois. J'avais des cicatrices qu'il n'avait même jamais remarquées. Et je n'allais pas faire semblant qu'elles n'existaient pas juste parce que Lucas faisait enfin face aux conséquences de ses propres choix de vie. Pourtant, ce message vocal a commencé à me ronger. Pas de la culpabilité, plutôt de l'appréhension. Parce que si Lucas me contactait, cela signifiait que mes parents avaient activé la phase suivante de leur plan. Et je n'avais pas tort. 3 jours plus tard, je suis rentré du travail et j'ai trouvé la voiture de mon père garée devant mon immeuble. Mon estomac s'est noué. Il se tenait près de la porte, les bras croisés, même posture, même air renfrogné. Quand je me suis approché, il n'a pas bougé, il a juste dit « Il faut qu'on parle ». Je n'ai pas pris la peine de l'inviter à entrer. On a été patient, a-t-il dit, comme si j'étais un enfant rebelle qui refusait de manger ses légumes. Mais tu es égoïste. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Égoïste? Vous pensez que je suis égoïste? Tu as une vie stable maintenant. Lucas, non. Tu ne penses pas que ton frère mérite aussi sa chance? Ce qu'il mérite, ai-je dit, n'a rien à voir avec moi. Il s'est approché. Tu fais partie de cette famille, que ça te plaise ou non. Non, ai-je répondu en le regardant droit dans les yeux. Vous vous êtes assuré que je n'en fasse pas partie. Ça ne lui a pas plu. Sa mâchoire s'est crispée, et j'ai vu une lueur de colère dans ses yeux. Pas de la rage, mais quelque chose de pire. Le sentiment que tout lui était dû. Comme s'il croyait au fond de lui que tout ce que j'avais était en quelque sorte à lui pour négocier. Il n'a pas crié. Il a juste dit, tu le regretteras, et il est parti. 2 jours après ça, j'ai commencé à recevoir des SMS inattendus de la famille élargie, des cousins, une tante dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Même un message Facebook aléatoire de quelqu'un qui prétendait être un ami de la famille. Tous disaient une version de la même chose. Ce n'est pas bien de tourner le dos à sa famille. Lucas a des difficultés. Il a besoin de soutien. Tu t'en sors bien. Tu ne peux pas aider un peu. Une cousine a même dit, « Waouh, je ne savais pas que le succès rendait si insensible. » C'était coordonné. Mes parents avaient clairement raconté une histoire, probablement une où je vivais comme un roi dans un manoir pendant que le pauvre Lucas dormait dans le caniveau. L'ironie, c'est que mon appartement était modeste au mieux. Mais ça n'avait pas d'importance. Le récit avait été établi, et j'étais maintenant le méchant. J'aurais pu me battre. J'aurais pu dire à tout le monde ce qui s'était réellement passé quand j'ai eu 18 ans, comment j'avais été jeté comme une ordure, mais une partie de moi ne voulait pas jouer leur jeu. J'avais passé trop d'années à laisser leur récit façonner ma vie. Je n'allais pas supplier les gens de me croire. Ce fut le début du lent effondrement. Lucas a commencé à se montrer en personne. D'abord sur le parking, puis dans le hall, puis une fois il attendait devant ma porte, toujours avec cette même expression de chien battu, comme s'il était trop abattu pour même parler plus fort qu'un murmure. Je ne suis pas là pour me battre, a-t-il dit un soir, les mains dans les poches. J'ai juste besoin d'aide. Ce n'est pas à moi que tu devrais demander, ai-je répondu, en essayant de ne pas lui claquer la porte au nez. Mais tu es le seul qui peut. Cette phrase m'est restée en tête, non pas parce qu'elle était vraie, mais parce qu'il y croyait. Mes parents l'avaient conditionné à me voir non pas comme un frère, mais comme un filet de sécurité. Et maintenant qu'il n'avait plus de corde, il le jetait sur moi comme un poids mort. Puis est venu le véritable point de rupture. J'étais au travail, jusqu'au cou dans un problème de réseau, quand j'ai reçu un appel de mon propriétaire. Chose qui n'arrivait jamais. J'ai décroché, inquiet qu'il y ait un problème avec l'immeuble. « Bonjour, Antoine, dit-il, d'un ton inhabituellement joyeux. Je voulais juste confirmer que vous déménagez bien pour le 1er du mois, c'est ça? » J'ai cligné des yeux. « Attendez, quoi? » Eh bien, votre frère est passé ce matin.
Il a dit que vous déménagiez et que vous lui transfériez le bail. Il avait des papiers et tout. Mon cœur est tombé dans mon estomac. Non, dis-je lentement. Je n'ai jamais dit ça. Je ne déménage pas. Il y eut une pause. Oh. Il a dit que vous lui aviez demandé de s'en occuper pendant que vous étiez au travail. Je ne pouvais plus parler. Mes doigts tremblaient. Ne vous inquiétez pas, ajouta rapidement le propriétaire. Rien n'a encore changé. Je me suis dit que j'allais appeler pour confirmer, au cas où. J'ai raccroché et je suis rentré en urgence. Bien sûr, quand je suis arrivé, Lucas attendait à nouveau devant ma porte, mais cette fois il avait un sac à dos avec lui et un air suffisant sur le visage. « Qu'est-ce que tu as fait, bordel ?» ai-je lancé. Il a eu le culot d'avoir l'air confus. « De quoi tu parles ? Tu as dit à mon propriétaire que je déménageais ? Tu es fou ? » Il a haussé les épaules. Je me suis dit que tu finirais par accepter. J'ai juste accéléré les choses. En mentant ? En imitant ma signature ? Ce n'est pas un faux si on est de la même famille, a-t-il dit comme si ça avait le moindre sens. J'essayais juste d'aider. Je l'ai regardé, abasourdi. Aider qui ? Toi, moi, tout le monde. Ces allers-retours déchirent la famille. Une fois que je serai installé, on pourra arranger tout ça. C'est là que j'ai réalisé quelque chose. Lucas ne voyait pas ce qu'il faisait comme étant mal. Il croyait honnêtement qu'il était la victime. Qu'il avait droit à mon appartement, à ma vie, à ma stabilité. Et le plus effrayant, c'est qu'il ne me voyait même pas comme une personne. J'étais juste le prochain tremplin. Cette nuit-là, j'ai verrouillé toutes les fenêtres et les portes. J'ai envoyé un SMS à mon propriétaire et lui ai dit que sous aucun prétexte personne n'était autorisé à apporter des modifications à mon bail, à part moi. J'ai changé mes serrures le lendemain matin. J'ai même acheté une petite caméra à installer dans mon entrée. Je me fichais que ce soit paranoïaque. J'avais besoin de preuves si quelque chose d'autre se produisait. Et c'est arrivé. La semaine suivante, je suis rentré chez moi et j'ai trouvé ma serrure rayée. Pas cassée, mais clairement forcée. J'ai vérifié les images. C'était mon père. Il avait essayé de s'introduire par effraction. C'en était trop. C'était le moment où j'ai cessé d'attendre qu'il soit décent. Le moment où j'ai accepté qu'ils n'étaient pas seulement un but d'eux-mêmes, ils étaient dangereux. Je n'allais plus me défendre. J'allais me préparer. Et s'ils pensaient que j'allais rester assis tranquillement pendant qu'ils essayaient de démanteler ma vie morceau par morceau, ils n'avaient aucune idée de qui ils avaient affaire. Parce que cette fois, je n'étais pas seul. Et je ne jouais plus en défense. Maintenant, je préparais quelque chose qu'ils ne verraient jamais venir. Quand j'ai regardé ces images, mon père essayant de crocheter ma serrure comme un criminel de seconde zone, je n'ai pas ressenti de peur. Pas au début. Je me sentais froid, engourdi. Il y avait ce silence étrange et différé dans mon cerveau, comme si mon esprit mettait en mémoire tampon ce que je venais de voir. Il ne portait même pas de gants. Pas de masque, juste une casquette de baseball et une veste que je reconnaissais de mon enfance. Comme s'il venait de faire les courses et avait décidé de commettre un crime en passant. La seule raison pour laquelle il n'est pas entré, c'est parce que j'avais changé la serrure ce matin-là. Et à ce moment, j'ai réalisé quelque chose que je ne m'étais pas autorisé à ressentir depuis des années. J'avais peur. Non pas parce que je pensais qu'il me ferait du mal physiquement, bien qu'à ce stade, je n'excluais rien, mais parce que j'avais enfin accepté ce que je niais depuis mes 18 ans. Il ne m'aimait pas. Pas vraiment. Peut-être aimait-il l'idée de moi. La version qui disparaissait tranquillement, ne causait pas de problème, ne se mettait pas sur le chemin de Lucas. Mais moi, la version qui a survécu sans eux, qui a osé dire non, cette personne était une menace, un obstacle, et les obstacles, on les déplace. J'ai immédiatement envoyé les images à mon propriétaire, lui disant que j'envisageais de porter plainte. Il a été compréhensif, un peu stupéfait, mais aussi nerveux. Il a dit que si je ne me sentais pas en sécurité, je devrais peut-être penser à déménager. Je savais qu'il était bien intentionné, mais je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir puni pour les actions de mon père. Encore une fois. Les semaines suivantes ont été floues. Je ne dormais pas bien. Chaque fois que je passais devant une fenêtre, je cherchais des ombres.
J'ai arrêté de porter des écouteurs en rentrant chez moi. J'ai même commencé à porter une bombe au poivre. Et je détestais ça. Je détestais ce que cela signifiait. Que je n'étais pas en sécurité. Non pas à cause d'étrangers, mais à cause de ma propre famille. C'est ce qui m'a brisé. Ce n'étaient pas les messages de parents éloignés. Ce n'étaient pas les faux papiers de bail de Lucas. Ce n'était même pas mon père essayant de s'introduire par effraction. C'était la réalisation que si quelque chose était arrivé, si je n'avais pas changé cette serrure, si j'étais rentré 10 minutes plus tôt, il n'y aurait eu aucune justice, aucun soutien, personne dans ma famille ne m'aurait cru. En fait, il m'aurait probablement reproché d'avoir encore une fois surréagi. C'est là que j'ai touché le fond. Je me suis mis en arrêt maladie pour la première fois depuis des années. Je n'ai pas quitté l'appartement pendant 3 jours d'affilée. Je n'ai pas répondu aux SMS. J'ai annulé tous mes projets. J'ai laissé la vaisselle s'accumuler. J'éteignais mon téléphone la nuit juste pour ressentir à nouveau le silence. Je suis resté assis sur le canapé à regarder cette vidéo en boucle jusqu'à ce que la batterie se vide. Mon propre père, les mains tremblantes, les yeux fuyants comme un étranger. Je me souviens avoir pleuré une fois, juste une fois pendant cette période, pas fort ni de manière désordonnée, juste assis sur le sol de la salle de bain, tenant une serviette, sentant chaque once de force s'échapper de moi comme l'air d'un ballon crevé. Je ne sanglotais pas. Je n'étais même pas en colère. J'étais juste fatigué. Fatigué de me battre pour un espace qui aurait dû être le mien depuis le début. Fatigué de prétendre que j'allais bien. Fatigué de construire et de reconstruire alors que personne n'avait jamais même vu les fondations. Mais quelque part dans ce calme, quelque chose a changé. Je ne sais pas exactement ce qui l'a déclenché. Peut-être était-ce de voir jusqu'où ils étaient prêts à aller. Ou peut-être était-ce d'admettre enfin à quel point j'avais été blessé. Mais pour la première fois depuis des années, j'ai arrêté de réagir et j'ai commencé à planifier. D'abord, j'ai rassemblé toutes mes images de sécurité du dernier mois. J'ai tout archivé, créé des sauvegardes, téléchargé les fichiers sur un stockage en ligne avec des mots de passe. J'ai documenté chaque interaction, le message vocal, les SMS, même des captures d'écran des commentaires Facebook de parents éloignés répétant le même langage culpabilisant. J'ai transformé mon appartement en dossier d'affaires. Ensuite, j'ai commencé à verrouiller ma vie. J'ai changé tous mes mots de passe, mis en place l'authentification à 2 facteurs sur chaque compte. J'ai appelé mes sociétés de cartes de crédit, placé des alertes à la fraude sur mon profil de crédit, et j'ai même vérifié mon dossier de crédit juste pour être sûr. Rien de suspect pour l'instant, mais je n'allais pas attendre. Ensuite, j'ai tout dit à mon patron. Pas toute l'histoire larmoyante, mais assez. Je lui ai dit que je gérais une situation familiale. Que des gens pourraient essayer de me contacter ou de se présenter au bureau. À ma surprise, il a été incroyablement compréhensif. Il m'a donné quelques jours de congé pour m'occuper de ce qui comptait et a même proposé de transférer tous les appels inconnus directement vers ma messagerie vocale. C'est drôle comme les étrangers font preuve de plus de grâce que la famille. J'ai profité de ces jours pour rencontrer une avocate. Je l'ai trouvée par l'intermédiaire d'un ami, une femme calme et sérieuse nommée Maître Dubois qui a écouté sans sourciller. J'ai tout exposé, l'expulsion à 18 ans, la réapparition soudaine, la manipulation, la tentative de fraude au bail, l'effraction, les images de surveillance, la trace écrite. Elle n'a pas interrompu. Elle n'a pas semblé choquée. Quand j'ai eu fini, elle s'est penchée en avant et a dit « Vous avez des motifs pour une ordonnance restrictive, et peut-être plus, selon jusqu'où cela ira. » Pour la première fois depuis des semaines, j'ai expiré. Cette conversation a déclenché en moi quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis mon adolescence, le contrôle. Pas la vengeance, pas encore, mais le pouvoir. Et c'était suffisant pour commencer à guérir. Dans les mois qui ont suivi, je me suis recentré sur moi-même. Je me suis inscrit à un cours de certification que je repoussais depuis des années. Quelque chose sur l'infrastructure cloud et la sécurité des données. Ennuyeux pour la plupart, mais pour moi, c'était une échelle. Chaque soir, je rentrais, je préparais le dîner et j'étudiais. Pas de distraction, pas de drame, juste du progrès. J'ai aussi commencé à voir une thérapeute. Juste une fois par semaine au début, puis 2. Elle s'appelait Dr Fournier, et elle ne m'a pas materné.
Elle a pointé du doigt mon évitement. Elle a gentiment souligné mes schémas. Elle m'a aidé à réaliser que je n'étais pas brisé. J'avais juste survécu en pilote automatique pendant si longtemps. Je ne savais pas comment me sentir en sécurité, même quand je l'étais. Lors d'une séance, je lui ai dit que je ne pensais pas pouvoir refaire entièrement confiance à quelqu'un un jour. Elle a dit, peut-être que vous n'avez pas à le faire. Peut-être qu'il ne s'agit pas de faire confiance à tout le monde, mais d'apprendre à vous faire confiance à vous-même pour ne pas les laisser s'approcher trop près. Ça m'a marqué. Au fil du temps, je me suis fait de nouveaux amis, des vrais, des gens qui ne voulaient rien de moi. J'ai rejoint un groupe de course à pied, ce qui, si vous me connaissiez, semblerait hilarant, et bizarrement, transpirer aux côtés d'inconnus m'a fait me sentir à nouveau humain. J'ai même commencé à avoir des rendez-vous. Rien de sérieux, mais je souriais plus, je riais même. Parfois, je me surprenais à me promener dans mon appartement, simplement content. Je n'avais pas ressenti ça depuis une décennie. Mais cette paix est venue avec de la clarté. Parce que même si je me reconstruisais morceau par morceau, souffle par souffle, je n'avais pas oublié. Ils étaient toujours là, à mentir, à déformer mon histoire pour en faire quelque chose de méconnaissable. Et bien que je ne veuille pas vivre dans le passé, je n'allais pas non plus le laisser se réécrire sans me battre. Surtout à cause de ce qui est arrivé ensuite. Ça a commencé par une lettre. Pas un SMS, pas un coup à la porte, une lettre officielle postée à mon appartement. Adresse de retour manuscrite. Pas de timbre, juste glissée dans ma boîte aux lettres. C'était de ma mère. J'ai fixé l'enveloppe pendant 10 bonnes minutes avant de l'ouvrir. La lettre faisait 3 pages. Une écriture soignée, la même écriture cursive et bouclée qu'elle utilisait pour écrire sur les cartes d'anniversaire à l'époque où elle se souvenait encore d'en acheter. Ça commençait par les phrases habituelles, « Tu nous manques. Nous n'avons jamais voulu te faire de mal. » Les choses étaient difficiles à l'époque. Puis le ton a changé. Elle écrivait que Lucas traversait une profonde dépression et avait commencé à faire des projets sérieux pour remettre sa vie en ordre. Elle disait qu'il voulait lui transférer la maison familiale pour lui donner un nouveau départ, mais que certains documents portaient encore mon nom en tant qu'héritier, datant d'il y a des années, lorsque mon grand-père nous avait laissé, à Lucas et à moi, un petit héritage conjoint. Elle me demandait de signer quelques papiers. Disait que c'était juste une formalité. Que c'était juste de la paperasse. J'ai plié la lettre, je l'ai posée sur la table et je suis resté assis là pendant un long moment. Il ne s'agissait plus seulement de l'appartement. Il visait quelque chose de plus grand maintenant. Quelque chose lié à la propriété familiale, à l'héritage, à des biens dont je ne savais même pas que j'avais un lien légal. Mais eux, ils le savaient. Ils l'avaient toujours su. Et ils étaient restés silencieux jusqu'à ce qu'ils aient besoin de quelque chose. Jusqu'à ce que lui ait besoin de quelque chose. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas tremblé. Je ne me suis pas senti brisé. Je me sentais concentré. Parce que ce n'était plus seulement une question de survie. Il s'agissait de rétablir la vérité. Légalement, financièrement et émotionnellement. Et pour la première fois de ma vie, j'allais écrire ma propre fin. Mais d'abord, je devais rassembler chaque pièce du puzzle qu'il pensait que j'avais oublié. Et une fois que tout serait en place, il comprendrait enfin ce que ça faisait d'être de l'autre côté de la vitre. Au moment où j'ai fini de lire la lettre de ma mère pour la 3e fois, je n'étais plus seulement méfiant. J'étais certain qu'ils essayaient de m'effacer. Pas métaphoriquement, mais légalement, discrètement, de manière permanente. La formulation n'était pas colérique ou menaçante. C'est ce qui la rendait pire. Elle était aseptisée, enrobée de cette fausse gentillesse qu'ils utilisaient quand j'étais enfant et que je demandais pourquoi Lucas avait un dessert et pas moi. Il ne s'agit pas d'équité, chérie. Il s'agit de ce qui est le mieux pour tout le monde. Sauf que cette fois, il ne s'agissait pas de dessert. Il s'agissait de la maison familiale, une maison à laquelle je n'avais pas pensé depuis des années. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à fouiller dans le cimetière juridique de votre propre enfance, mais c'est une expérience étrange. J'ai commencé par envoyer un email à Maître Dubois, mon avocate, avec la lettre en pièces jointes. Sa réponse est arrivée en moins d'1 heure. S'il vous demande de signer quoi que ce soit lié au testament de votre grand-père, ne le faites pas. Pas encore. Allons d'abord chercher les documents pour voir ce qu'ils essaient d'annuler. Ce fut l'étincelle.
Elle a déposé une demande pour les documents originaux de la succession le lendemain matin. Pendant que nous attendions, j'ai commencé à faire ce que je fais de mieux, documenter. J'ai créé un dossier numérique intitulé « Opération Grand Ménage », parce que l'humour aidait à contenir ma fureur. J'ai examiné chaque communication, SMS, messages vocaux, lettres, et j'ai créé une chronologie. J'ai aussi commencé à rédiger une déclaration personnelle, juste pour mettre de l'ordre dans mes pensées. Ce processus a été étonnamment cathartique. En écrivant tout, j'ai commencé à remarquer des choses que j'avais manquées sur le moment. Comme le fait que chaque tentative de contact de ma famille avait un but, non pas la connexion, non pas la réconciliation, mais l'extraction. Ils ne me contactaient que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Les courses quand j'avais 14 ans et que papa avait oublié son portefeuille, ce qui s'est transformé en un « tu nous dois bien ça pour t'avoir élevé » au dîner. La fois où j'ai donné à Lucas mon ordinateur portable quand le sien est tombé en panne au lycée, ce qui s'est transformé en lui disant à tout le monde que j'étais si généreux, tandis que nos parents agissaient comme si c'était un cadeau d'anniversaire qu'ils lui avaient fait. Même maintenant, après une décennie de silence, ils n'étaient pas revenus pour s'excuser. Ils sont revenus avec un plan. Eh bien, maintenant, j'en avais un aussi. 2 jours plus tard, Maître Dubois a appelé. « J'ai quelque chose, dit-elle à voix basse, même si j'étais en haut-parleur dans mon propre appartement. L'héritage. Oui. Votre grand-père a laissé une fiducie conjointe, partagée à 50-50e entre vous et Lucas. Mais voici le hic. La maison dans laquelle vos parents vivent, elle n'a jamais été à eux. Elle a été achetée dans le cadre de cette fiducie, et les instructions de votre grand-père étaient explicites. Quel genre d'instructions, ai-je demandé, le cœur battant. Si la propriété est vendue, les profits doivent être partagés équitablement. Si elle est conservée, les 2 héritiers doivent consentir à tout transfert de titres. Ils ne peuvent pas la céder à Lucas sans votre permission. Je suis resté assis en silence, abasourdi. Il vivait là depuis plus d'une décennie. Ils devaient le savoir, ou du moins s'en douter, ce qui signifiait que pendant tout ce temps, ils espéraient soit que je ne le découvrirais jamais, soit que je serais assez naïf pour signer sans poser de questions. Maître Dubois a poursuivi, « Si vous voulez, nous pouvons mettre un blocage formel sur toute tentative de transfert de propriété, mais cela pourrait les alerter que vous savez. » Non, dis-je lentement. Laissons-les penser que j'y réfléchis encore. Je veux qu'ils se sentent à l'aise. Elle est restée silencieuse une seconde. Antoine, vous préparez quelque chose? Je prévois de m'assurer qu'ils n'essaieront plus jamais ça. La mise en place a pris des semaines. Étape 1, l'information. J'ai demandé les registres de taxes foncières, l'historique des titres de propriété et tous les documents liés à la fiducie. Maître Dubois s'est occupé de la plupart des aspects juridiques, mais je voulais comprendre. Plus je lisais, plus je devenais en colère. Ils avaient manipulé les failles, contourné les clauses de copropriété et vécu essentiellement de mon héritage tout en prétendant que c'était leur droit divin. Même leur permis de rénovation mentionnait le nom de Lucas comme futur bénéficiaire. Étape 2, le silence. Je n'ai pas répondu à la lettre. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas protesté. Et ça les a rendus fous. Une semaine plus tard, j'ai reçu une note de suivi de ma mère. Plus courte, plus émotive, remplie de mots soulignés comme « famille »,« unité » et « héritage ». Il y avait même une petite ligne à la fin qui m'a fait éclater de rire. Nous espérons que tu ne laisses pas de vieilles blessures obscurcir ton jugement. Obscurcir mon jugement. Ils m'ont mis à la rue pour mon anniversaire, mais je suis resté silencieux. Je les ai laissés croire que j'étais toujours le gamin hésitant et discret qu'ils avaient viré à 18 ans. Pendant ce temps, l'étape 3 était déjà en marche, les alliés. J'ai commencé par appeler ma cousine Camille. Nous n'étions pas proches en grandissant. Elle vivait à l'autre bout de la France, mais nous nous étions toujours bien entendus. Elle m'avait envoyé un message il y a des mois pendant la campagne de culpabilisation familiale, mais elle n'était pas agressive comme les autres. Juste confuse, curieuse. Elle a décroché à la 2e sonnerie. Antoine? Salut, Camille. Tu as une seconde? Cette seule conversation a ouvert les vannes. Il s'est avéré que Camille avait ses propres problèmes avec mes parents. Et avec Lucas, surtout Lucas. Lors d'une réunion de famille quelques années auparavant, il avait coincé son mari à propos d'opportunités d'investissement,
essayant de lui vendre un projet de crypto-monnaie louche. Elle ne lui avait jamais fait confiance depuis. Une fois que je lui ai raconté ce qui se passait vraiment, la propriété, la fiducie, la manipulation, elle était furieuse. Je savais que quelque chose n'allait pas quand tante Sylvie agissait comme si la maison leur appartenait. Je me souviens que grand-père disait toujours que c'était pour les garçons, pas pour Lucas. Nous avons parlé pendant 1 heure avant de raccrocher. Elle a dit, quoi que tu prépares, je suis avec toi. Après ça, j'ai contacté 3 autres cousins, dont 2 avaient également été mis à l'écart de la famille pour des délits mineurs comme sortir avec quelqu'un de non respectable ou déménager sans permission. Même histoire, différents détails. En 1 semaine, j'avais un mini réseau de moutons noirs. Tous prêts à me soutenir publiquement si les choses tournaient mal. Certains d'entre eux avaient de vieilles photos, des lettres, même des messages vocaux qui faisaient allusion à la situation de la fiducie. Des preuves qui établiraient davantage que mes parents connaissaient les termes et avaient simplement choisi de les ignorer. Mais le coup final est venu quand j'ai reçu un appel de Lucas lui-même. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Son ton avait de nouveau changé. Plus pitoyable, mais confiant, un peu suffisant. « Salut, Antoine. Écoute, je sais que tu prends ton temps avec la paperasse, mais juste pour info. Maman et papa finalisent tout avec l'avocat. On espère boucler ça ce mois-ci. Ce serait plus simple si tu signais et que tu renvoyais le tout, mais je comprends. Parfois, on a besoin de sentir qu'on a le contrôle. Mais ne prends pas trop de temps. La famille regarde. » Ce message était la dernière pièce dont j'avais besoin. Ils allaient de l'avant illégalement, et ils avaient laissé une piste d'intention par écrit. Parfait. Le lendemain matin, j'ai rencontré Maître Dubois à son cabinet et j'ai exposé mon plan final. Nous avons rédigé une mise en demeure à leur avocat, citant les clauses exactes de la fiducie qu'ils violaient. Mais au lieu de l'envoyer immédiatement, nous avons attendu. Je voulais le faire au moment parfait. Je savais que l'anniversaire de Lucas approchait. Ils en faisaient toujours tout un plat. Dîner en famille, cadeaux, discours émouvants sur son potentiel. S'il devait faire une annonce officielle sur la maison, ce serait ce soir-là. Maître Dubois a accepté d'être en attente avec la lettre et les papiers d'injonction au cas où. Mais j'avais encore une carte à jouer. 1 semaine avant le dîner d'anniversaire, j'ai passé un appel discret à un journaliste d'investigation locale, quelqu'un qui avait déjà couvert des affaires immobilières louches. J'ai envoyé les documents publics de la fiducie, la lettre de famille et une version expurgée du message vocal, juste assez pour les intéresser. Et ils l'ont été. Il s'est avéré que la fraude à l'héritage liée aux successions de personnes âgées était un sujet brûlant, surtout quand un frère avait été mis à la porte à 18 ans et que l'autre essayait de le forcer à renoncer à sa part des années plus tard. Je ne leur ai pas tout dit, juste assez pour le moment. Car la vengeance n'était pas encore complète. Mais le piège, il était tendu. Et j'en avais fini de jouer gentiment. Le soir du dîner d'anniversaire de Lucas, je n'ai pas dormi. Pas à cause du stress, ni de la peur, mais de la concentration. Tout était prêt. La documentation avait été examinée, la réponse juridique rédigée, et mon téléphone était chargé à 100%. J'ai même mis un rappel intitulé « Lâcher la bombe » à 19h30 précise, juste à temps pour le grand discours familial que je savais que mon père ferait. Maître Dubois était prête avec l'injonction du tribunal. Le journaliste m'avait déjà envoyé 2 emails pour me demander si j'avais un commentaire à inclure dans sa version finale, qui devait être publiée ce week-end. Ce n'était pas une vengeance née de la colère. Cela aurait été facile. C'était une vengeance née de la survie, de 10 ans de silence, d'effacement. Il ne s'agissait pas de les punir. Il s'agissait de leur rappeler que j'existe. Je me suis habillé d'une simple chemise noire, non pas pour me montrer en personne, mais parce que je voulais avoir l'air présentable lorsque j'appellerais Camille en visio. Elle était déjà au dîner d'anniversaire, assise au bout de la table comme une étrangère. Elle avait accepté de venir à une condition, qu'elle enregistre tout. À 19h24, elle a envoyé un SMS, « Il commence ». Puis à 19h28, ils apportent un gâteau énorme. Papa vient de se lever avec un verre. J'ai ouvert mon ordinateur portable, cliqué sur le dossier partagé que j'avais intitulé « Audit de l'héritage » et je me suis assuré que tout était visible et horodaté. Email, messages vocaux, SMS, copie de la fiducie, la lettre de maman, le message suffisant de Lucas, tout y était. Et puis j'ai attendu.
Camille m'a appelé à 19h33. J'ai répondu immédiatement et je l'ai vu tenir la caméra bas, sous la table. La vidéo était tremblante, mais je pouvais voir la pièce. Un jardin éclairé par des guirlandes lumineuses. Lucas à la tête d'une longue table, portant un polo et un faux sourire. Mes parents se tenant de chaque côté de lui, rayonnant comme des politiciens. Mon père a levé un verre. À Lucas, a-t-il dit assez fort pour que l'enregistrement capte tout, qui a toujours été le pilier de cette famille et qui est enfin prêt à assumer la responsabilité d'être le propriétaire de la maison familiale. Il y eut des applaudissements polis. Ma mère a essuyé une fausse larme. Camille a lentement incliné la caméra vers le haut. J'ai vu Lucas sourire et lever son propre verre. Je suis honoré, a-t-il dit. Le chemin a été long et je veux juste remercier maman et papa de m'avoir fait confiance avec cet héritage. Nous avons déjà commencé les démarches, donc c'est officiel. J'ai souri et hoché la tête. Il était temps. J'ai envoyé un seul mot à Maître Dubois, maintenant. En 30 secondes, la mise en demeure a atterri dans la boîte de réception de leur avocat avec un drapeau haute importance. Une copie est également allée à l'email partagé de mes parents, une autre au bureau du cadastre du département pour bloquer tout transfert de titres dans le cadre de la fiducie. Mais le coup de grâce est venu du journaliste. J'ai ouvert une dernière fois l'ébauche de l'article. Le titre était « L'héritier invisible, un conflit de fiducie familiale révèle une lutte acharnée pour un héritage, entre tromperie présumée et ruse juridique ». J'ai cliqué sur « Envoyer » pour ma déclaration, ils m'ont effacé le jour de mes 18 ans. Maintenant, ils n'oublieront jamais qui je suis. L'article a été mis en ligne 5 minutes plus tard. Je savais qu'il l'avait vu en moins d'une heure quart à 20h45, mon téléphone a explosé. Ça a commencé avec le SMS de Camille, ta mère vient de crier. Ton père est au téléphone en train de hurler sur quelqu'un. Lucas est blanc comme un linge. Puis Maître Dubois a envoyé un email, je viens d'avoir des nouvelles du département. Le titre est gelé en attente d'examen. Vous êtes en sécurité. Puis le silence pendant 2 jours complets. Pas d'appel, pas de coup à la porte, pas de lettre de culpabilisation. Juste le silence, jusqu'à ce que les retombées commencent. Lundi matin, j'ai reçu un appel de Maître Dubois. Il riposte, dit-elle calmement. L'avocat de Lucas a répondu, mais c'est bâclé. Il invoque des droits de transfert implicites, mais la fiducie est blindée. C'est exactement ce à quoi nous nous attendions. Quelle est notre prochaine étape? Nous contre-attaquons avec des preuves. Documentation complète de la fin de votre occupation à 18 ans. La clause d'héritage. Leur tentative de coercition et de fausse représentation de votre position. Ce n'est plus seulement du ressort du tribunal civil. Nous pourrions parler de fraude criminelle. Ce mot, fraude, sonnait comme la justice. Ce n'était pas seulement qu'ils avaient essayé de prendre la maison. C'était le fait qu'ils l'avaient planifié si soigneusement, en supposant que je ne me battrais pas, que j'étais toujours le faible, l'invisible. Mais la vérité, c'est qu'ils n'avaient jamais pris la peine de vérifier qui j'étais devenu. Au cours des 2 semaines suivantes, l'article a gagné en visibilité, pas au point de devenir viral, mais assez pour attirer l'attention dans notre petite ville. Quelques voisins m'ont contacté pour savoir si j'allais bien. L'un d'eux a même dit, votre père parlait toujours de la fierté qu'il avait de ses 2 fils. Je ne savais pas qu'il voulait dire un seul. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé la vérité parler d'elle-même. Légalement, la maison était bloquée. Toute vente ou transfert de titres était impossible sans ma signature. Leurs avocats ont rapidement commencé à reculer, surtout lorsque Maître Dubois a déposé un rapport officiel auprès du barreau, citant des violations éthiques dans la tentative de transfert de titres sans le consentement complet de l'héritier. Ça a attiré leur attention. Mais les vraies retombées se sont produites au sein de la famille. Le mot a commencé à se répandre. Camille m'a dit que tante Sylvie avait confronté mes parents à l'église et leur avait demandé si l'article était vrai, qu'elle s'était toujours demandé pourquoi je ne venais plus jamais. Que peut-être il me devait plus qu'un coup de fil. Puis mon cousin Julien a publié l'article sur Facebook avec la légende, c'est drôle comme certaines personnes oublient qui a aidé à construire les fondations quand elles décorent le salon. Une par une, les fissures se sont approfondies. Mes parents ont tenté de limiter les dégâts. Ma mère a envoyé un long email intitulé « Notre version de l'histoire », affirmant que je déformais les faits, qu'ils essayaient juste de bien faire pour leurs 2 fils.
Il était rempli de piques passives-agressives et de fausses excuses du genre « Nous sommes désolés que tu te sentes lésé » et « Tu as toujours été trop sensible ». Je l'ai transféré à Maître Dubois. Elle a ri et a dit « C'est de l'or. Gardez tout ». Puis Lucas m'a finalement appelé. J'ai fixé l'écran un moment avant de répondre. Il n'a pas dit bonjour. Il a juste dit « Pourquoi tu fais ça ?» Je me suis adossé à ma chaise. Tu veux dire, défendre ce qui est à moi. Tu déchires la famille. Non, ai-je dit. Je refuse juste de te laisser me voler. Il n'a jamais été question de voler. Tu as menti à mon propriétaire. Tu as essayé de prendre mon bail. Tu as fait un faux. Tu as agi dans mon dos avec la fiducie. Comment appellerais-tu ça? Il n'a pas répondu, alors j'ai continué. Vous les avez laissés me mettre dehors quand j'avais 18 ans. Tu m'as vu disparaître et tu n'as jamais demandé une seule fois si j'allais bien. Et maintenant tu veux faire comme si tout ça n'était qu'un grand malentendu? J'étais un gamin, a-t-il lâché. Moi aussi. La différence, c'est que je n'avais pas de parents qui se battaient pour moi. Il y eut une longue pause. Puis, doucement, il a dit, ils vont perdre la maison. Je n'ai rien dit. Ça t'importe au moins. J'ai réfléchi à ça. Aux nombreuses nuits que j'ai passées à me demander pourquoi je n'étais pas assez bien. Aux fois où j'avais répété des conversations familiales dans ma tête juste pour me sentir sain d'esprit. Aux anniversaires vides, aux vacances solitaires, au silence qui a englouti ma vingtaine. Non, ai-je dit finalement. Ce qui m'importe, c'est qu'ils se souviennent pourquoi. Un mois plus tard, les derniers papiers sont arrivés. La maison devait être vendue au profit de la fiducie. Je recevrais la moitié des bénéfices, plus de 180 000 €. Mes parents devaient quitter les lieux dans les 90 jours. Maître Dubois a géré la logistique. Je ne les ai jamais vus au tribunal. Mais j'ai reçu une dernière enveloppe. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur, il y avait une photo de la maison, du jardin, de la table où Lucas avait fait son petit discours. Et griffonné à l'encre noire en haut, les mots « J'espère que tu es heureux ». Je l'ai épinglé sur mon frigo. Non pas comme un trophée, mais comme un rappel. Que le silence ne signifie pas la faiblesse. Que la distance ne signifie pas la défaite. Et que parfois, la meilleure façon d'avoir le dernier mot, c'est de se construire une vie où ils n'ont plus leur mot à dire. Et c'est exactement ce que j'ai fait.